Bonjour et merci d'être là. Je m'appelle Yann Chibanji Menez, j'ai 38 ans, je suis directeur d'un centre de loisirs pour adolescents, je m'occupe de 12-17 ans, ça fait quelques années que je fais ça, je suis animateur depuis une vingtaine d'années aussi et puis gamer depuis encore plus longtemps que ça. Il y a quelques années, en étant en contact avec notre public enfant, que ce soit de jeunes primaires ou des adolescents, on s'est rendu compte que les œuvres organisatrices, les chefs de services de municipalité, ceux qui s'occupent de gérer, d'organiser des centres de loisirs, les directeurs d'école, les enseignants, avaient une méconnaissance quasi totale du jeu vidéo et pour eux c'était le mal. Voilà, le jeu vidéo c'était mal. Le jeu vidéo, ça fait 2 ans que c'est devenu le premier média au niveau mondial et il continue à avoir extrêmement mauvaise presse. Quand dans un centre de loisirs, quand dans le programme d'activité d'un centre aéré, on emmène les enfants voir un film au cinéma, ça reste du média, ça passe. Quand on leur propose un concours de jeux vidéo, ça coince. Voilà, donc fort de ce constat, on a essayé de faire quelque chose pour prêcher la bonne parole, on va dire, avoir un discours médian, ni angélisateur, ni diabolisant, pour permettre aux gens d'appréhender d'une manière un petit peu plus en phase avec la réalité le média jeu vidéo. Alors pour ça, on s'est mis quelques-uns ensemble, on est une petite trentaine, et on a monté une association qui s'appelle Entre 8 et 32. Voilà, petit clin d'œil à l'âge moyen des joueurs, petit clin d'œil au nombre d'adhérents dans l'asso, et puis clin d'œil au bit. C'est pas parce qu'on bosse avec des enfants qu'on peut pas parler de bit. Voilà, à condition que ça soit celle-là. On pourra couper ça. Bon, voilà, donc on a monté notre asso Entre 8 et 32. Bien sûr, tout le monde peut adhérer. C'est une association qui essaie de faire en sorte que les frais d'adhésion restent au ras des pâquerettes. C'est 1 € l'année, c'est vraiment symbolique. Il n'y a pas de permanent, on est tous bénévoles et on n'a pas forcément que des gamers. Par contre, on a une bonne moitié de nos adhérents qui sont soit animateurs, soit directeurs de centres de loisirs, soit enseignants. Donc le travail avec le contact, avec le public enfant, c'est notre métier. Et quand on se fait solliciter par il y en a ici des enseignants qui sont venus me voir et qui eux ont une petite envie de programmer des activités en lien avec le jeu vidéo et qu'ils apprennent que à côté de chez eux, pour pas cher, il y a une asso qui se déplace, qui propose des activités pédagogiques qui sont bien construites puisque professionnels du milieu de l'enfance, ils sont contents. Voilà, donc on a des gens qui sont complètement réfractaires aux jeux vidéo dans le monde de l'enfance, mais il y en a d'autres qui sont plutôt ouverts et font appel à nous. On n'est pas vieux, Entre 8 et 32, ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe officiellement, qu'on a été publié au journal officiel, et on est déjà submergé de demandes. Alors des demandes diverses et variées, des demandes émanant donc d'enseignants, mais aussi de parents qui nous confient leurs enfants à travers les centres de loisirs dans lesquels on travaille, pour la plupart, et qui, catastrophés, nous disent mon enfant est complètement accro aux jeux vidéo, venez le désenvoûter, grosso modo. Alors, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des soignants, nous. On est des animateurs. Donc on est dans la sensibilisation, on est dans l'animation, dans le ludique. Voilà, et si à travers les activités ludiques, on peut apporter la bonne parole, grosso modo, on va avoir un discours médian, ni diabolisant, ni angélisateur, on va pas se gêner. Surtout qu'on le fait pour vraiment pas cher. Voilà. Alors, Entre 8 et 32, avant que je me mette à parler de nos actions pédagogiques, je peux vous parler du reste aussi. On a monté cet asso aussi et surtout pour se faire plaisir. C'est pour ça qu'on est là. Là, je mène pas d'action pédagogique en bas en faisant mon speedrun sur Megaman ou autre. C'est juste pour la joie d'être avec des gens qui partagent les mêmes passions que nous. Et c'est avant tout pour ça qu'on a créé l'asso. On se rassemble au moins une fois par trimestre dans un bistrot. On branche toutes nos consoles sur les télés et on boit énormément de picon bière.
Alors c'est pas obligé, mais ça nous fait des soirées vraiment bonardes. Voilà, hein, avant tout, on fait ça. Ensuite, on a monté une ludothèque associative qui, vous avez vu les tarifs hein, qui sont en bas. Le rétro gaming se met à être assez cher. Donc on a mis en commun tout notre matériel. Là pour l'instant, on a à peu près une centaine de consoles et 1000 jeux. Et tout ce matériel est empruntable gratuitement par tous les membres de l'asso, moyennant le fait d'être à jour de la cotisation, donc 1 euro par an. C'est vraiment cadeau, c'est vraiment juste pour se faire plaisir. Donc les membres de l'asso qui ont envie de se faire un petit week-end Street Fighter 2, me passent un coup de téléphone, je leur mets une SNES avec la cartouche qui va bien, on boit un picon bière, même si on n'est pas obligé, mais c'est souvent ce qui se passe, on lui file le matos et il se régale, ça marche sur la confiance, il nous le rend quand il a terminé. S'il a envie de se faire 6 mois de Final Fantasy, la même, on va peut-être boire 2 picons bière, mais PS1, toute la liste des FF et c'est parti. Voilà, il y a juste à signer un petit cahier de prêt, c'est vraiment purement symbolique. Et cette ludothèque associative aussi qu'on avait montée juste pour nous faire plaisir, on s'est rendu compte que ça avait un impact par rapport à ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est-à-dire les actions en lien avec l'enfance, les actions pédagogiques. On a été contacté par un réseau de médiathèques, le réseau de médiathèques de Dracénie, qui nous a demandé s'il était possible de louer notre matériel. Alors c'était pas prévu. Mais ce réseau de médiathèques, qui a une politique plutôt pro jeux vidéo, a débloqué un budget pour acheter des consoles next-gen. Là, ils viennent pour les 18 médiathèques, ils ont acheté une dizaine d'Xbox One et de PS4 qu'ils font tourner sur toutes les petites médiathèques de Dracénie. La plus petite, je crois que c'est celle de Lamotte, c'est vraiment un tout petit village qui fait 1500 habitants. Ils ont accès à ces consoles next-gen. Et le coordonnateur de ce réseau-là nous a sollicité pour nous louer sur l'année 100 packs. Savoir qu'un pack, c'est une console, une télé, une manette. Ah merde, faudra couper aussi ça. Une télé, une console, 2 manettes et 4 jeux de types différents. Voilà, ils veulent nous louer 100 packs sur l'année à faire tourner sur tout ce réseau-là. Donc on trouve ça vraiment bonnard. Ça nous finance, ça nous permet d'augmenter notre matériel et d'en mettre encore plus à la disposition des adhérents et de ceux qui nous sollicitent. Voilà, pour l'équilibre financier, on se débrouille comme ça. En ce qui concerne les actions purement pédagogiques, donc en tant que directeur de centre et animateur depuis un bon petit moment, je me suis servi des enfants que leurs parents m'ont chaleureusement confiés pour en faire des cobayes en fait. J'ai proposé, j'ai tâtonné plusieurs types d'activités. Et puis on en est arrivé à une qui était particulièrement bonarde et qui tourne sur les centres de loisirs et les écoles de mon département, puisqu'on est du Var. Et voilà comment se passe notre activité. Donc on arrive dans un centre de loisirs, par exemple, pendant une période de vacances, en tout début de semaine. On installe dans leur salle médiathèque, s'ils en ont une quinzaine de consoles, bien emblématiques de ce qu'on connaît, du rétro. On se met 5 Nintendo, en parallèle, en face, 5 Sega. Les générations se répondent. Et puis des consoles un petit peu plus moins grand public, on va dire, pour faire plaisir aux enseignants qui, pour la plupart, s'ils font appel à nous, ont déjà une petite fibre de rétro gamer. Voilà, alors sur la première demi-heure de l'activité, on va présenter ce petit musée vidéoludique. Vous le voyez là, en photo, là vous avez l'allée des Sega, il y avait les Nintendo là, voilà, qui sont de ce côté-là, et on leur parle de l'histoire du jeu vidéo. On essaie d'accrocher le public avec des petites anecdotes sympas qui peuvent leur parler. Par exemple, pourquoi Mario s'appelle comme ça, pourquoi Sonic aurait dû être un lapin. Voilà, est-ce que Mario a toujours été gentil, est-ce que Mario a des ex. Voilà, toutes ces petites choses qui permettent d'accrocher le public. Une fois que ça c'est fait, on passe sur la deuxième demi-heure où on laisse les enfants jouer librement, sans cadre.
Alors, bien sûr, ils ne fracassent pas le matériel, ils ne se fracassent pas entre eux. Mais bon, mis à part ça, vraiment, on les laisse libres de jouer à tout. On fait bien entendu attention aux PEGI des jeux qu'on met à leur disposition, mais ils sont libres et on les observe en train de jouer. On voit beaucoup de choses sur cette demi-heure-là. Et ça va nous servir pour la troisième demi-heure qui consiste à créer un groupe de parole, laisser les enfants dans un premier temps librement s'exprimer par rapport à leur expérience du jeu vidéo, leur fréquence de jeu, leur durée de jeu, la manière dont ils sont encadrés ou pas, suivis ou pas par leur famille. Et en fonction de ce qu'ils nous disent, on déroule notre discours qui tend à leur donner des éléments par rapport à la bonne pratique du jeu vidéo. Voilà, on a mis ça en place, ça fonctionne super bien. On a des retours vraiment positifs des enseignants, des directeurs de centre, des gens qui viennent pour observer cette activité avec peut-être un petit mauvais côté en disant je vais les fracasser, le jeu vidéo, ils vont voir que c'est mauvais pour nos enfants. La plupart d'entre eux changent de positionnement suite à leur visite sur nos activités pédas. Pour qu'on puisse retourner ces personnes-là, celles qui sont réfractaires aux jeux vidéo, on a essayé de trouver des moyens pour gagner en légitimité. Alors, du fait du métier de la plupart de nos adhérents, on en a déjà pas mal de la légitimité, mais en plus, on a appris l'existence d'un organisme qui s'appelle Pédagogeux. Je ne sais pas si ça parle à certains. Non, pas du tout. Ouais, si. Bon, Pédagogeux, leur symbole, c'est ça. Voilà, et Pédagogeux, c'est un organisme qui rassemble des associations un petit peu comme nous, qui parlent de bonnes pratiques du jeu vidéo, mais ça rassemble aussi l'association des familles de France. Il y a une légende urbaine, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce serait à cause d'eux qu'il n'y aurait pas de sang dans Street Fighter, par exemple. Voilà, je pense que c'est faux, mais c'est toujours plaisir à dire. Et on a aussi le syndicat des éditeurs de jeux vidéo. Voilà, donc il y a du lourd dans cet organisme-là et une vingtaine d'associations au niveau français. C'est pas énorme pour l'instant, mais ça tend à se développer, qui tendent à atteindre les mêmes objectifs que nous. Sur cette vingtaine d'associations françaises, il y en a 3 ici. En bas, vous avez Kernel Panic qui fait partie de Pédagogeux. Vous avez Twilight of the God qui fait aussi partie de Pédagogeux. Et en étant ambassadeur pour eux, on met une petite ligne sur le CV de l'asso bien légitimisante. Voilà, on parle de pédagogie, on fait partie de Pédagogeux et ils nous filent un max d'infos. Ils mettent en ligne des thèses qui sont assez pointues par rapport au monde du jeu vidéo. Voilà, donc je vous invite à aller consulter le site de Pédagogeux. Il y a 2 parties. Une partie pour tous, qui est ouverte à tous. Salut. Et qui vous permet de télécharger un petit fichier qui parle de bonnes pratiques du jeu vidéo en fonction de l'âge des enfants à qui vous avez envie de parler. Donc il y a un petit fichier spécial maternel, un petit fichier spécial primaire, un fichier spécial ado. C'est vraiment bien foutu, c'est bien vulgarisé, c'est accessible et plutôt efficace. Et puis la deuxième partie de ce site-là est uniquement accessible aux ambassadeurs et propose un contenu bien plus poussé. Voilà pour Pédagogeux. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Je m'étais pris des notes, je vous demande une seconde. Oui, on a été sollicité aussi par des organismes de formation d'animateurs adultes. Là aussi, ça fait vraiment plaisir. Les personnes, les entités, les organismes, les boîtes qui forment les futurs animateurs, au BAFA, au BPGEPS, je ne sais pas si ce sont des diplômes qui vous parlent, se rendent compte aussi qu'il y a quelque chose à faire avec le jeu vidéo et on fait appel à nous pour tenir sur une demi-journée tout un module de formation pour donner aux animateurs des petites clés de décryptage dans le comportement des enfants par rapport aux jeux vidéo, en vue de proposer des activités en lien avec ce média à l'intérieur de leur programme d'animation, que ce soit pour des petites ou des grandes vacances. Voilà.
Donc pour une association qui existe depuis à peine un petit peu plus d'un an, ben, on est plutôt content. On est arrivé à un stade où on ne peut plus répondre favorablement à toutes les attentes, à toutes les sollicitations. Voilà, donc on est content. Si parmi vous, il y a des enseignants, des animateurs, des membres de municipalités ou de boîtes qui ont besoin d'activités PEDA, faites appel à nous. On a un stand en bas, il y a la grande bannière entre 8 et 32. Venez nous y voir, je vous paierai un café avec plaisir parce qu'il n'y a pas de picombière dans le stand. Et on discutera vraiment avec grande joie et je vous donnerai un max de détails. Je répondrai à vos questions. Et si vous avez ces mêmes envies-là, mais que vous ne voulez pas faire appel à nous, que vous voulez monter une asso à votre tour pour faire la même chose ailleurs, on n'a pas de copyright là-dessus. C'est avec un grand plaisir que je vous filerai, que je vous informerai de tous les petits pièges dans lesquels on est tombé. On a réussi de sortir au fur et à mesure pour que vous n'y tombiez pas à votre tour. Voilà. Et si, pour terminer, si vous avez des idées particulières qui pourraient enrichir ce que nous on propose aux jeunes, n'hésitez pas. On est preneurs aussi. Voilà. Merci pour moi. Des questions peut-être ? Bon, alors non. Ouais, le personnel encadrant n'est pas décideur. Là, dans les écoles, au niveau des activités périscolaires, peut-être que les personnes dont tu parles, ce sont les ATSEM ou le personnel mairie mis à la disposition. D'accord, bah, ça risque d'être difficile. Alors voilà, là, à certains moments, on peut ouvrir en plus grand des portes déjà entrouvertes, mais si on a un mur en face, effectivement, c'est bien compliqué. Peut-être la solution serait, si elle est pas à 100% réfractaire, mais juste à 98%, exploiter ces 2%-là, non pas en insistant pour proposer d'emblée ton animation au sein de ton école ou de ton réseau d'école, mais l'inviter sur une activité qui existe déjà, qui fonctionne déjà avec d'autres coordonnateurs périscolaires qui, eux, sont plus favorables, nous ont laissé faire et se sont rendus compte que c'était positif. Ça a apporté pédagogiquement pas mal de choses. C'est un outil, le jeu vidéo, hein, donc on peut aussi mal l'utiliser, hein, faut pas faire n'importe quoi. Mais peut-être cette personne-là, si tu réussis à discuter avec elle, lui proposer deux choses. La première, prendre la bagnole et venir nous voir. Je discuterai avec plaisir avec elle, je l'inviterai pendant une des activités proposées aux enfants avec grand plaisir. Donc première chose. Pas de picombière, hein, c'est mon running gag, hein, voilà. Et la deuxième chose, ce serait de l'envoyer sur le site du psychothérapeute qui était là ce matin et hier aussi, qui a parlé non pas de cyberaddiction mais de cyberdépendance hier et qui lui, je pense, te retournerait toutes les paires de chaussettes de la terre, quoi. Voilà, donc il nous a expliqué hier, j'étais à votre place hier pour écouter ce monsieur Santoro. Il nous a expliqué qu'il avait un site, donc santoro.fr, hein, si j'ai bien retenu, et il a mis toutes ses conférences, toutes ses interventions en ligne. Tu trouveras forcément le passage qui t'intéressera, et voilà, dans un premier temps, lui montrer, lui faire entendre ce discours-là.
d'une manière virtuelle, hein, par écran interposé, et ensuite venir physiquement, réellement avec nous. Avec grand plaisir. Viens, passe en bas après, je te donne nos coordonnées et ça sera cool. Voilà, à Fréjus, on a vécu à peu près la même chose que toi. On avait un coordonnateur, enfin une coordinatrice périscolaire qui a empêché, hein, les jeunes d'accéder à ces activités-là. Enfin, qui les empêchait pas vraiment, j'exagère un peu, mais qui voyaient ça d'un très mauvais œil. Des animateurs l'ont quand même fait, elle s'est retournée. Voilà, mais ils sont passés sans son aval, mais elle a pas été, elle a pas fait la salope, quoi. Mais voilà, elle s'est retournée. C'est possible de les retourner. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, je travaille à Fréjus. Ouais, notre asso est à la Motte, basé à la Motte, mais on intervient surtout à Fréjus. On a commencé avec, sur le bassin fréjusien, grâce à l'eau d'Elvar. Alors en tant que personne du 06, pour la plupart d'entre vous, ça vous parle peut-être pas ? Ouais, voilà, tu connais l'ODEL, c'est l'Office départemental d'éducation et de loisirs. C'est une énorme association qui a 60 ans et qui avait pendant longtemps quasiment le monopole de l'organisation des colos et des centres de loisirs dans le département. Et j'ai bossé pour eux pendant un moment. Et quand je me suis mis à proposer ça, ils ont fait appel donc à notre asso et on a commencé à gagner un peu de rond pour l'asso en proposant ces activités pour eux. Voilà, donc on est varois. Alors les deux. On a le retour des enseignants, donc pour les écoles qui ont fait appel à nous. On a le retour du personnel mairie, que je connais pour la plupart, hein, sur Fréjus aussi. Le retour des enfants. Et en ce qui concerne le retour des familles, dans les écoles, c'est plus difficile pour nous parce qu'on ne les voit pas. Par contre, dans les centres de loisirs que j'ai dirigés, dans celui que je dirige encore, les parents, oui, là, je les vois. Et il y a un rapport de confiance qui s'est établi depuis des années. Tous les soirs, je leur rends tous leurs enfants en bon état, donc ça crée des liens. Donc ouais, leurs retours sont vraiment positifs. Après, c'est jamais du 100%, hein. Voilà, mais globalement, même très globalement, c'est vraiment positif. Et avec ce support-là, le jeu vidéo en général, ok, mais le rétro gaming, on touche plusieurs générations. Hein, tu l'as dit, les parents ont nos âges maintenant, donc quand les enfants rentrent dans la salle qu'on a préparée pour eux, il y a l'effet waouh. Voilà, il y a toutes les consoles qui tournent en même temps. On fait attention aux jeux, hein, donc les PEGI, hein, le respect des tranches d'âge. Voilà, mais on fait attention donc aux musiques d'intro aussi. Enfin, ça va dans le détail à un moment, mais quand les jeunes rentrent, s'ils ont l'impression de rentrer dans une salle d'arcade, on va les perdre. Voilà, on n'arrivera pas à mener l'activité. Donc on met des jeux avec des intros calmes. Je pense à un FF8. Voilà, la musique d'intro est vraiment très très mélodieuse et calme. Donc on chope les enfants avec un niveau d'intensité plutôt bas. Ensuite, il y a un pic dans l'intensité de la menée d'activité avec un climax et puis ça redescend et on termine l'activité calme. Voilà, ça s'appelle une courbe d'intensité. Dans toutes les activités, ça fonctionne comme ça. On pense à ça aussi à travers cette activité-là. Et en ce qui concerne donc je vais finir ce que j'ai commencé. Après, je réponds à ta question quant au choix des jeux. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Alors, je sais même plus ce que je voulais dire. Bon bref, je réponds à ta question de suite. On fait attention à ce que le gameplay des jeux soit super accessible. Voilà, on va mettre des jeux de plateforme ou des shoots avec peu de manip, peu de boutons. On fait reset souvent pour que tous les jeunes s'essaient au premier niveau, le plus simple. Voilà, on fait attention à ça. Oui, donc oui, j'ai repris le truc. Donc quand les jeunes rentrent dans la salle, il y a l'effet waouh, toutes ces lumières, toutes ces musiques, sans pour autant être trop en haut au niveau de l'intensité. Et le deuxième effet waouh arrive au moment où les parents viennent récupérer leurs enfants. On se démerde, même si l'activité est finie depuis 2 heures, pour remettre les enfants en situation de jeu au moment où les parents viennent les chercher. Et ils n'iront pas les prendre dans la salle d'accueil classique, mais ils iront les chercher exceptionnellement dans la salle d'activité. Donc ils sentent que c'est exceptionnel, ils traversent des salles dans lesquelles normalement ils ne doivent pas aller. Donc les parents sont contents, ils se sentent
mise en valeur. Voilà. Et ils rentrent là-dedans et aussi ressentent cet effet waouh, avec l'effet Madeleine en plus. Et c'est gagné. Voilà, et c'est gagné. On les a double shootés sentimentalement. Et à partir de là, on les a attentifs. Ils se retournent avec les yeux qui font comme ça, et on peut leur dire grosso modo n'importe quoi, ça passe quoi. Voilà. Sauf qu'on pourrait, mais on fait pas. On leur dit pas n'importe quoi. Voilà, on utilise ce moment-là pour leur parler de ce que leurs enfants ont vécu, et oui, les retours donc sont positifs. Oui, enfin, oui et non. Dans les collèges, à l'intérieur des collèges, pas encore. On a des contacts, on va le faire, mais on reçoit les collégiens dans le centre que je dirige. Donc voilà, c'est une activité encore c'est pratique pour moi, parce que je mets le matos à un seul endroit, j'ai pas à le démonter, à le remonter tous les jours. C'est en place, dans ma structure, et les jeunes viennent. Ouais, et on le fait. Alors, l'asso est basé à la Motte, mais on le fait sur Fréjus. Ça. Moi, je travaille sur Fréjus. Et on le fait gratuitement. C'est avec grand plaisir qu'on accueille n'importe quel groupe. Voilà, il faudra signer une petite convention tripartite entre la mairie de Fréjus, à qui appartient le bâtiment, notre asso et votre organisme. Voilà, il faudra payer le bus pour venir jusqu'à chez nous. Mais bon, voilà, on le fait. On a essayé de proposer cette activité-là à des enfants d'âge maternel. Voilà, je vous parlais de petits pièges dans lesquels nous on est tombés, voilà, si certains d'entre vous ont envie de faire la même chose, ne tombez pas à votre tour dedans. Voilà, mais oui, jeux vidéo, mon fils a 3 ans, je joue à Mario Kart avec, c'est accessible, il y a quelque chose à faire. Non, ça marche pas. Voilà, en tout cas, nous, on n'a pas trouvé les clés, on n'a pas réussi. Et même les petits primaires, les CP-CE1, 6 ans, 7 ans, on n'a pas réussi non plus. Leur expérience jeu vidéo n'est pas assez profonde pour qu'on puisse, et d'une, repérer quelque chose, et puis le tirer, ce quelque chose, pour arriver à un transfert d'informations. Voilà, on n'arrive pas avec les maternelles, jeunes primaires. Ça commence à partir de 8 ans. Voilà, et jusqu'à pas d'âge, quoi, puisqu'on a tous les jeunes du CM1 jusqu'à leurs grands-parents, quoi. Voilà. Ouais, juste devant la scène, en bas, et je vous paye le café avec plaisir. Pas de picombière.